Eh bien, moi, personnellement, je suis très, très heureux de rencontrer Pierre Bondil. C'est quelqu'un qui a fait sa réputation dans le domaine de l'urologie, spécialement de l'andrologie, depuis plusieurs années. Et comme il me le rappelait tout à l'heure, notre association, qui s'appelle l'Association française d'urologie, vient progressivement de reconnaître cette sous-spécialité, mais qui n'est pas un terme tout à fait péjoratif, bien au contraire, dans mon esprit, pour, lors de notre prochain congrès, y consacrer un certain nombre de travaux. Donc ça fait partie des gens qui sont des pionniers. Des pionniers, et donc son expérience va être très intéressante à écouter, et je pense qu'il devrait faire école. Donc merci d'être venu parmi nous, et je suis vraiment très impatient de vous écouter. Merci beaucoup. Donc merci, je suis très content d'être en Normandie, qui est une très belle région. Je remercie le docteur Xavier Blaiseau et tout le réseau Onco-Basse Normandie de leur accueil, et je vois un petit peu de leur dynamique, et c'est particulièrement, on le voit bien dans les soins de support. Alors je vais aborder un sujet qui est l'oncosexualité et innovation de support. Et je vous fais remarquer que je suis urologue, oncologue et sexologue. Et quand j'écoutais ce matin un petit peu les différences, c'est intéressant parce que d'emblée, ça veut dire que j'ai une vue transversale et multidisciplinaire. Or, il faut reconnaître qu'actuellement, dans la médecine, que ce soit en urologie, en cardiologie, dans beaucoup, on devient de plus en plus hyper spécialiste. Et on perd de vue un petit peu cette approche de médecine générale qu'on devrait avoir et qui est vraiment la base de notre métier, qu'on soit médecin ou qu'on soit professionnel de santé. Mais en médecine, actuellement, avec tous les progrès technologiques de l'imagerie, des progrès médicaux, on a tendance à devenir de plus en plus spécialiste et on oublie cette vision transversale. Et pour moi, je travaille de façon absolument habituelle avec les infirmières, les psychologues, les aides-soignants, les psychologues, tout ça, ça fait partie du parcours de soins, et c'est ce qu'on va avoir. Il faut voir si c'est en train de s'y mettre en place actuellement. J'étais il y a 2 mois en Angleterre, et quand on va en Angleterre, les infirmières cliniciennes qui font des biopsies de prostate, des touchés rectaux, qui orientent vers l'urologue pour le traitement, et qui font après le suivi, voir comment ça se passe, c'est un autre monde. On a une image très négative, mais j'ai découvert un monde où finalement c'était pas si mal que ça, et je pense qu'on a tout de même à apprendre pour différentes raisons. Et j'ai rajouté aussi, donc je parle au nom du réseau Espace Santé Cancer, donc l'équivalent d'Onco-Basse-Bourgogne, pour lequel on est assez pilote dans le domaine de cancer et sexualité. Pour l'association francophone, parce que je suis co-responsable avec Daniel Abol et Sylvain Mimoun du GEX, du groupe expert de travail sur le cancer et la sexualité. Je suis président de la Société internationale de cancérologie, et j'insiste là-dessus, je suis administrateur du comité 73 de Ligue contre le cancer, parce que je pense que c'est toute cette transversalité qui est importante. Alors, si ça veut bien avancer, j'appuie sur le bouton, ça ne va pas appuyer sur le bouton. Un problème technique. On va peut-être sortir, on va reprendre. Ici, voilà. Bon, pas de conflit d'intérêt. Alors, quel est le regard sur le cancer en 2013 ? Oui, c'est une enquête qui a été faite d'ailleurs sur la Ligue, et c'est intéressant de voir qu'ils avaient comparé entre la France et le Maroc, et on voit tout de suite que ce qui apparaît, le cancer, c'est une image de maladie, de mort, de douleur, de chimiothérapie, et vraiment c'est une image qui est assez sombre, assez dure, et qui, vous verrez, ne correspond pas à la réalité tout de même, heureusement. Et jusqu'à récemment, la sexualité était peu abordée pour 2 raisons majeures. Logique, la priorité, et j'insiste beaucoup, elle reste de guérir du cancer. Et cette problématique de sexualité apparaissait surtout comme une problématique de confort. Elle apparaissait accessoire ou comme un prix à payer ou un dommage collatéral. Que se passe-t-il quand le cancer rentre à la maison ? Bien, on l'a déjà abordé ce matin plusieurs fois. Il ne faut pas oublier les parcours de vie du patient, mais aussi du partenaire. Le couple est très important. Le cancer, vous le savez, c'est un accident de vie majeur qui envahit tous les aspects de la vie quotidienne du patient, mais aussi du partenaire et de la famille, avec des répercussions au niveau personnel, émotionnel, affectif, au niveau du couple, au niveau du travail et des finances. J'étais la semaine dernière à la présentation de Vican 2, 15% des gens perdent leur emploi. Il y a une perte financière qui est importante, donc va forcément impacter sur la vie du couple. Et de surcroît, quand vous êtes proche d'une malade cancéreuse, c'est être proche de votre propre mort et se sentir vulnérable d'un seul coup, on est confronté à cela.
Et ce qu'on oublie beaucoup actuellement, c'est tout ce côté de risque psychosocial, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il est toujours présent, et il est souvent important, il va impacter le patient, mais aussi le partenaire, et les impacts négatifs sur le cancer peuvent être très importants, et altérer la prise en charge du cancer lui-même, et même, voire en cas d'arrêt du traitement ou de mauvais ajustement au traitement, impacter sur le pronostic, on y reviendra. Alors, d'emblée, vous avez vu l'enquête au Maroc et en France des patients, cancer, image négative. Est-ce que c'est la réalité? Non, pas du tout. Le cancer est de plus en plus une maladie chronique. Il n'y a pas un, mais il y a des cancers. Globalement, la survie relative à 5 ans est de 75%, 85% à 10 ans pour les cancers du sein, par exemple. Et il y a déjà directement une prévalence très élevée des cancers génitaux. Les cancers génitaux représentent déjà 40% des cancers. Quand 40% des cancers sont des cancers génitaux, ça paraît un petit peu curieux qu'on n'aborde pas l'impact sur la vie sexuelle et sur les conséquences sur la vie intime. Donc vraiment, il devient actuellement impératif de concilier les parcours de soins et les parcours de vie. C'est un axe majeur du 3e plan cancer. La qualité versus la quantité de vie, c'est ni contradictoire ni négligeable, mais c'est une obligation médicale, éthique et déontologique. Donc vous voyez, on a vraiment changé complètement par rapport à ce qu'on disait il y a 10 ans, mais quelque part c'était assez normal, comme je dis souvent, et quand on a fait le premier plan cancer, il fallait d'abord faire la consultation d'annonce, il fallait organiser le soin, il fallait faire comment ça se passait, et maintenant on est en train d'aborder les conséquences, donc on est dans une logique, et les soins de support, ce n'est pas illogique que ça apparaisse surtout maintenant dans le 3e plan cancer. Alors, pour vous dire comment ça se passe actuellement, alors les Américains, ils appellent ça le cancer survivor, qui est un terme qui n'est pas bon, je trouve que c'est malade chronique, c'est mieux du cancer, qui est une population en croissance exponentielle. Il y a 12 millions aux États-Unis. En France, il y a 3 millions de patients qui ont eu ou qui ont un cancer. C'est-à-dire que potentiellement, il y a 5 millions de personnes, si on prend les parents, les partenaires, qui sont potentiellement concernés par l'impact sur leur vie intime et la sexualité, ou le futur, donc soit 1 adulte sur 8. Ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez, la prévalence est tout de même énorme. Et deuxièmement, quelque chose qui est nouveau actuellement, on se rend compte que les patients qui ont eu un cancer ont un risque multiplié par 2 d'avoir une santé et un bien-être dégradé. Ça sont des choses qui sont toutes récentes, vous voyez, c'est paru il y a 2-3 ans. Et actuellement, il y a une nouvelle population à risque cardio-métabolique qu'on appelle la cardio-oncologie, qui était la population qui avec ou qui a eu un cancer est à haut risque de maladies cardiovasculaires. Je vous rappelle que quand on fait l'état de santé des Français, actuellement, les maladies cardiovasculaires sont passées devant le cancer. Donc c'est tout de même, on est, vous voyez, dans des situations à danger de mortalité, de pronostic global. Particulièrement pour les cancers du poumon, pour les cancers génitaux, urinaires et gastro-intestinaux, donc ça représente beaucoup de cancers. Avant et après, les populations au risque cardiovasculaire sont à plus haut risque de cancer, et le risque cardiovasculaire est multiplié par 3 à court et long terme chez les malades survivants par rapport à une population contrôle sans cancer. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, on guérit du cancer, donc on ne meurt plus du cancer en majorité, mais quand on survit, je veux dire, quand on vit après, on a tout de même des séquelles, et notamment sur le plan cardiovasculaire au combat. Quels sont les principaux facteurs de risque de maladie cardiovasculaire? C'est l'âge, le sexe masculin, le statut économique faible, les comorbidités avec diabète, l'inactivité physique. Mais pourquoi il me parle de maladie cardiovasculaire? Eh bien, parce que la dysfonction érectile et chez les femmes les troubles d'élification et les baisses du désir, ce sont des marqueurs majeurs de la santé sexuelle, mais aussi de la santé et des risques cardio-métaboliques. Donc actuellement, quand on veut un peu savoir ce qui se passe au niveau de votre santé vasculaire ou de votre santé cardio-métabolique, il faut demander, c'est valable chez l'homme, ça va devenir probablement valable chez les femmes, c'est un peu plus compliqué pour les troubles de lubrification, votre santé sexuelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Un homme entre 35 et 65 ans qui a une dysfonction érectile a une probabilité de mourir, je répète, a une probabilité de mourir, toutes causes confondues, multipliées par 2 par rapport à un homme du même âge qui n'a pas une dysfonction érectile. Ça, c'est de l'évidence base médecine. Alors, comme on est dans une médecine qui est complètement compartimentée, l'avantage, c'est que je suis urologue, je suis andrologue et je suis sexologue. Donc là, les sexologues commencent à le savoir, si vous voulez. Mais il faut maintenant que les oncologues connaissent ça aussi. Donc la dysfonction érectile devient un marqueur majeur de la santé de l'homme. La santé physique, la santé psychique et la santé sexuelle. Donc vous voyez, ça, c'est un truc qui est tout nouveau, mais qu'il faut savoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les Français ?
Les Français, quand on demande un petit peu quelle est la fréquence des rapports sexuels, je vous fais le b.a.-ba, eh bien vous voyez que finalement, les gens qui ont un petit peu âgé, on dit souvent que les gens plutôt âgés n'ont pas beaucoup de rapports sexuels, vous voyez que c'est pas si mal que ça, d'autant plus que l'âge moyen du cancer, c'est de l'ordre de 65 ans, et vous voyez que le sexagénaire, finalement, il se débrouille pas mal par rapport au quadragénaire ou au quinquagénaire, la fréquence d'activité sexuelle est finalement relativement superposable. Donc on pense toujours que la sexualité des gens âgés n'est pas très importante, on se trompe complètement parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et par exemple, c'était une des affiches qu'il y a eu je suis descendu du train à Lille et je voyais ça, les sexagénaires, et vous voyez, c'est des choses qui auraient été impensables il y a 30 ans. Et maintenant, c'est la génération de mai 68 qui arrive à la retraite, qui ont 60 ans, ils disent, nous, on a connu la liberté sexuelle, on veut que ça continue. Donc c'est tout de même une chose qui est importante. Quand vous faites des enquêtes chez les Français, qu'est-ce qui se passe? Quand on les demande, par exemple, parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui vous donne le plus envie de faire l'amour? Vous voyez, c'est pas d'avoir 5-6 rapports, etc. On voit très bien que c'est un moment privilégié avec le partenaire. Donc quand on parle de sexualité en cas de cancer, on parle de la vie du couple, de monsieur et madame, de la vie de tous les jours, de la vie de tout le monde. Et on comprend qu'on est en train de parler de la vie de couple et de la vie de l'intimité, tout ce qu'on connaît tous les jours. Donc c'est très important, et vous voyez, on n'est pas du tout dans le sexe, dans le porno, on n'est pas du tout, on est dans la vie quotidienne. Quand on demande maintenant aux Français, quelle est votre fréquence des rapports sexuels? Est-ce que c'est important ou pas important? Et ça, c'est une chose que vous devez savoir qui est très importante. C'est 1/3 des Français disent que c'est vraiment essentiel et très important. 1/3 dit que c'est tout de même assez important. Et 1/3 dit que c'est peu ou pas important. En pratique, je prends un patient qui a un cancer de prostate, par exemple. À la limite, s'il est dans le tiers inférieur, il va me dire, finalement, si la radiothérapie ou la chirurgie ou l'hormonothérapie va impacter ma vie sexuelle, c'est pas grave, j'irai faire du vélo, j'irai pêcher, j'irai faire du bateau, je fais autre chose. En sachant que tout de même, si ce monsieur, finalement, s'en moquait, avait une dysfonction érectile, mais que d'un seul coup, le lendemain ou le surlendemain, il rencontre une partenaire potentielle, le problème qui était complètement secondaire 2 jours avant devient un problème prioritaire 2 jours après. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu le problème de la sexualité, c'est que c'est toujours identitaire, relationnel, et ça se fait à 2. D'accord ? Et c'est pour ça que ça explique qu'il y a de larges variations qui sont inter- et intra-individuelles et qui sont surtout multifactorielles, fonction du partenaire, de l'état de santé, vous avez bien compris maintenant que c'est un marqueur de la santé, et du temps qui passe. Et vous prenez une population, on parlait tout à l'heure de maladies chroniques, on est exactement dans la même chose. Vous prenez les malades cardiovasculaires, vous prenez les malades diabétiques, vous retrouvez 1/3, 1/3, 1/3. Comme on a dans la population de cancérologie, c'est exactement la même chose, on a fait les mêmes études. Alors maintenant, de quoi on parle quand on parle de cancer et sexualité? Je crois qu'on a parlé ce matin des problèmes de sémantique, c'est important. Dans le monde de l'oncologie, il y a des nouveaux termes, l'oncogénétique, l'oncoplastie, l'oncopédiatrie, l'oncogériatrie. Alors je peux vous dire qu'il y a lors des premières rencontres cancer et sexualité, on se dit mais cancer et l'oncosexologie, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route, etc. Moi je constate qu'il y a des termes comme oncogériatrie, oncopédiatrie qui s'imposent actuellement. Par contre, dans cancer et sexualité, il faut bien différencier 2 branches complètement différentes. Vous avez l'oncofertilité et l'oncosexologie. Donc la sexualité, une part de reproduction. S'il n'y avait pas de reproduction, on ne serait pas là, ça serait la fin de l'espèce. Donc la perpétuation de l'espèce est fondamentale. Et deuxièmement, vous avez toute la sexualité non reproductive qui a une importance fondamentale au niveau identitaire. Pensez à une femme à qui on a coupé un sein, pensez à un homme qui ne bande plus, le côté relationnel, si je n'ai plus d'érection, si je ne suis pas capable d'avoir une sexualité, je ne vais pas aller vers l'autre, je me renferme. D'accord ? Donc vous voyez, c'est vraiment, et le côté psychologique, bien évidemment. Alors, il faut bien voir qu'il y a des problématiques qui sont complètement différentes. Ça, je crois que c'est important, parce qu'au début, c'est que la problématique d'oncofertilité, elle est déjà clairement identifiée par rapport à l'oncosexualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je sors du cancer maintenant et que je pars dans la vie de tous les jours actuellement à Caen, en Normandie comme en Savoie, je suppose que c'est exactement la même chose. Si en Savoie j'ai un patient qui a un problème de fertilité, je l'envoie. Nous en Savoie on n'a pas de centre d'aide à la procréation médicalement assistée, donc soit on l'envoie à Grenoble, soit on l'envoie à Lyon, soit on l'envoie à Haute-Savoie. Donc il y a 4 ou 5 centres qui sont autorisés, qui sont accrédités, donc on les envoie. Donc le trajet, le parcours de soins, il est complètement fléché. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est par contre que les centres, que tout le monde qui s'occupe de ces centres
prennent en charge cette dimension d'oncofertilité. Et actuellement, il y a surtout c'est OncoPACA Corse qui a été extrêmement dynamique et actif. Autant nous, en Rhône-Alpes, on est sur le versant oncosexologie. Ils ont fait beaucoup de choses sur le côté oncofertilité. Puis ils ont mis en place une plateforme, ils font des formations. Si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter rapidement un numéro. Et parallèlement, vous voyez l'importance de la fertilité. Il y a eu la publication avec un rapport de l'Agence de biomédecine de l'INCa en 2013, et puis un référentiel qui a été fait par Blandine Courbienne et Eric Huyd dans le sein de l'AFSOS. On en a parlé juste tout à l'heure. Donc vous voyez, l'oncofertilité, d'ailleurs c'est un point fort du plan cancer, mais bon, l'oncofertilité, on y va. L'oncosexualité, ça commence à être un petit peu tabou, c'est un peu plus embêtant, vous voyez, je veux dire. Dans l'étude Vican qui a été présentée il y a une semaine, en gros, c'est 20% ou 30% des patients avaient simplement eu une information sur le problème de la fertilité. Donc, vous voyez, il y a vraiment un manque absolument énorme actuellement qu'on retrouve dans les publications américaines, etc. J'ai repris celle qui a été faite il y a 2 ans, mais l'étude Vigan 2 qui a été faite retrouve exactement les mêmes choses. C'est une étude remarquable parce qu'elle est une des seules qui a étudié la vie de couple, la sexualité et les projets parentaux. Alors que nous dit cette étude, l'enquête 2 ans après? Donc c'est 2 ans après le diagnostic de cancer. C'est pas au début, on n'est pas à la phase d'annonce, on est 2 ans après, d'accord? En sachant que les 2 ans après, pour un cancer de prostate, ça peut être fini, pour un cancer du sein, ils sont toujours sous traitement, pour un cancer du rein, ça peut être fini, mais il peut être sous une chimiothérapie type thérapie ciblée, donc c'est très variable, d'accord? N'empêche, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur 2 patients sur 3, 2 ans après, ils déclarent qu'ils ont une sexualité qui est perturbée. Et si on prend les cancers de la cavité pelvienne, donc les cancers génitaux, urinaires, et puis les cancers du colorectal, en majorité, eh bien c'est 9 hommes sur 10 et 3 femmes sur 4. D'accord ? Donc vous voyez, c'est vraiment colossal, c'est énorme, parce que si vous prenez les cancers du pelvien, ça représente plus de la moitié des cancers, c'est plus d'un cancer sur 2, donc c'est énorme. Les problèmes de fertilité, c'était compromis chez, je me souviens, c'était 20% des femmes et 30% des hommes. Donc on retrouve exactement avec l'étude Vican après les mêmes chiffres. Après, on dit souvent que le cancer sépare. En fait, ce n'est pas vrai. La relation du couple, ça, j'insiste sur ce point-là. Alors peut-être que dans les cancers du sein, chez les gens jeunes, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un peu plus de séparation et on se souvient toujours des gens qui se séparent. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que quand vous avez un cancer, au contraire, ça rapproche le couple. Donc en fait, il y a 10%, un couple sur 10 se sépare, et en général, quand ils se séparent, c'est un couple qui déjà battait de l'aile avant qu'il y ait le cancer. Donc déjà, le cancer n'a pas été un facteur favorisant, mais bien. 4 fois sur 5, je veux dire, enfin non, 4 fois sur 10, pardon, ça ne bouge pas, le couple reste stable. 5 fois sur 10, pardon. Et 4 fois sur 10, et ça je crois dans 40% des cas, l'épreuve du cancer rapproche le couple. C'est assez logique quelque part, si vous voulez. Donc, vous souvenez-vous les chocs des microcultures. Ma femme m'engueule si mes chaussettes sont pas rangées. Si j'ai un cancer, le problème des chaussettes pas rangées devient vraiment un problème secondaire du jour au lendemain. Donc, quand vous avez un cancer, vous avez une redéfinition des hiérarchies et des priorités de vie du couple. Et c'est là où ça peut les renforcer et devenir beaucoup plus forts. Donc vous voyez, l'épreuve du cancer, c'est pas forcément quelque chose de positif, de négatif au niveau du couple. Et donc de renforcer l'intimité, la vie sexuelle, ça peut également renforcer cet impact positif. Avec en plus quelque chose qui est important, c'est que beaucoup du soutien affectif et moral viennent en fait du partenaire, en sachant que les femmes, vous êtes meilleurs que nous, les messieurs. Les messieurs, on fait moins, je veux dire, de soutien affectif que les femmes, peut-être parce qu'on est plus pudique, l'homme ne doit pas montrer, etc. Et ce qui est particulier, c'est que les difficultés sexuelles, ça dure longtemps. La preuve, regardez, 2 ans après, plus de 2 patients sur 3 ont des problèmes. La poursuite et le maintien d'intimité d'une vie sexuelle sont des facteurs positifs de résilience et de santé mentale, probablement au niveau de l'amélioration de la santé physique, et on a tout de même des arguments actuellement pour dire au niveau de l'amélioration du pronostic, je vous verrai tout à l'heure. Est-ce que vraiment la santé sexuelle et la vie de couple, la vie intime, a un rôle négligeable quand je dis que ça concernait un patient sur 8 et tous ses effets positifs? Bien évidemment, non. Alors, dans l'étude 2 ans après, ça a montré que finalement, quelles étaient les variables d'ajustement mental à la maladie cancéreuse? Qu'est-ce qui renforce un esprit combatif? C'est une bonne information, un soutien affectif et moral des affectifs, augmentation de l'activité sexuelle, une meilleure qualité de vie physique, on retrouve l'activité physique adaptée, une meilleure qualité mentale. Par contre, qu'est-ce qui va augmenter la détresse?
un manque d'information, et là, vous voyez bien que rien que pour la fertilité, on n'en parle pas, je ne vous parle pas pour les conséquences sexuelles, un désir de soutien psychologique, les patients non satisfaits de leur suivi, un soutien affectif et moral diminué, le couple qui se détériore, l'activité sexuelle qui diminue, si vous avez des séquelles, des psychotropes, tout ça finalement, si vous êtes moins bien, vous aurez moins envie d'avoir des rapports, moins envie de vous rapprocher de votre partenaire, et tout ça va entraîner un cercle vicieux, vous allez être plus dépressif, plus anxieux-dépressif, moins suivre le traitement, etc., etc. Alors maintenant, qui c'est qui est concerné? Est-ce que c'est uniquement les cancers génitaux, 40% en fait, non, c'est tout le monde qui est concerné, et les patients et patientes, directement ou non. Il y a très peu de cancers asexués et trop de cancers orphelins. Les patients ORL, par exemple, on s'en occupe très peu des conséquences sur la sexualité. Pourtant, ils sont mariés, ils ont des conséquences, un impact en termes d'image de soi. On retrouve les mêmes aspects que les cancers du sein en termes d'estime, d'image de soi, avec les cancers ORL chez les messieurs. Vous voyez, c'est des choses intéressantes à voir. Les cancers digestifs. À Chambéry, je peux vous dire que ça opère. Mes collègues onco, digestifs, ils opèrent beaucoup. Je vois, 2 ou 3 patients par an, qui ont des conséquences sexuelles, alors qu'on sait qu'il y en a 4 sur 5 qui ont des difficultés au niveau sexuel. Qui s'en occupe de ces patients? Parce qu'a priori, mes collègues, ils savent que je m'occupe de ce problème-là. Donc vous voyez, il y avait toute cette patients digestifs, hommes et femmes, qu'on ne prend pas en charge. On ne les informe pas, on ne les prend pas en charge. Ils sont vraiment laissés à l'abandon. Donc une inégalité d'accès aux soins par rapport aux patients qui ont des cancers du gynéco ou uro, par exemple. Les cancers d'hémopathie, ça bouge. Moi, je vois mes hématos chez moi, ils sont bien mis dedans. Maintenant, ils m'envoient, ils dépistent, etc. Donc ça marche. Mais il y a vraiment des inégalités. On parle d'inégalité d'accès dans le plan cancer, qui est une importance. On le retrouve dans l'enquête. Et c'est vraiment en sexualité, c'est très important. En onco, c'est extra. À tous les âges, y compris les seniors, je vous fais un petit peu parce qu'on pense que les seniors n'ont pas de rapport sexuel. Détrompez-vous, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous, bien sûr. Mais aussi tous les proches, le partenaire. Les parents sont inquiets pour leur enfant, qu'est-ce qu'elle va être la fertilité future, quelle va être sa vie sexuelle future. Et les enfants, c'est pareil, comment ça va passer eux? C'est leurs parents qui sont inquiets, bien évidemment. Donc, est-ce que 5 millions de personnes en France, est-ce que c'est une problématique négligeable? Vous me répondez, bien évidemment, non. Comment ça se passe à travers les âges? Alors, en fait, les problèmes changent sur la population concernée. Vous voyez que quand on est dans des âges, 3% des cancers de l'enfant, mine de rien, c'est pas négligeable. C'est bien évidemment les problèmes de la fertilité. Après, quand vous êtes adolescent, souvenez-vous, quand vous étiez ado, si vous êtes ado, vous avez un cancer, attendez, c'est pas tout à fait évident, vous comprenez facilement, en termes d'identité et de construction sexuelle. Après, quand vous êtes un jeune adulte jusqu'à ce que vous ayez 40-50 ans, ça va être tout le côté relationnel, le côté activité sexuelle, et puis quand on vieillit, on est plus sur le versant intimité, tendresse, où on change. N'oubliez pas que 40% des Français divorcent. Souvenez-vous de notre ex-président, il s'est remarié, il a eu un enfant à 57 ans, donc c'est des choses qu'on voit actuellement très fréquentes. Donc en termes sociétal, vous avez des changements, des séquences de vie. Donc, moi, on voit de temps en temps, en fait, tu dois en voir aussi des patients qui ont un cancer de prostate à 50 ans, et le problème de la fertilité, c'est pas très fréquent, mais enfin, ça m'est arrivé de devoir gérer ce problème-là, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous voyez que les périodes d'activité sexuelle changent, mais avec de larges variations, toujours inter- et intra-individuelles, très différentes. La fertilité, malheureusement pour vous, mesdames, ça concerne les femmes jusqu'à 40 ans, pour simplifier. Par contre, l'homme peut avoir des enfants beaucoup plus tardivement. Alors, pour vous donner un exemple très concret, j'avais pris toute ma cohorte de patients qui avaient un cancer de prostate, tout traitement, tout âge confondu. Tous les patients qui venaient me voir en consultation pendant 1 an, j'aurais demandé « Est-ce que vous avez une dysfonction érectile ?» Et je la cotais, il y avait un score 1, 2, 3, 4. Deuxièmement, est-ce que vous souhaitez un traitement? Et troisièmement, est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on se pose la question? D'accord? Donc j'avais 600 et quelques patients dans cette cohorte, et pour vous donner un ordre d'idée, il y avait sur 100 patients qui avaient un cancer de prostate, tout traitement confondu, tout âge confondu, on est bien d'accord. Il y en avait 20 simplement qui n'avaient pas de trouble de l'érection, et sur les 80 qui avaient un trouble de l'érection, en fait, 40 m'ont dit « je souhaite un traitement » et 40 m'ont dit « je ne veux pas de traitement ». Souvenez-vous, je vous ai dit un tiers, vous voyez, on retrouve exactement ça. Et ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est que comme je demandais à tout le monde, je demandais aussi à mes vieux papis de 80 ans. Et j'ai été très étonné, parce qu'il y en a un qui me dit « mais est-ce que j'ai le droit d'avoir des rapports sexuels ?»
Ben, j'ai dit oui, mais personne ne l'avait dit, d'accord. Et puis, il y avait 11 patients comme ça, et la moitié avait demandé des traitements. Alors ça, je peux vous dire que pourtant, vous pouvez penser que je m'intéresse au problème de cancer et sexualité en urologie dans la prostate, je suis resté comme de ronflant, ça je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, j'ai fait une troisième enquête, parce que j'avais fait une autre enquête, c'est j'avais pris que les patients de plus de 75 ans et plus, et je leur ai fait exactement la même enquête. Alors, quand vous voyez, donc les âges, vous voyez, alors, combien de patients qui avaient un trouble de l'érection? C'était 93%. D'accord, il y en avait que 9 qui n'avaient pas de trouble de l'érection. Donc très bien, il y en avait beaucoup. Il y en a tout de même 27%, donc pratiquement un quart, qui ont demandé un traitement ou qui étaient intéressés par un traitement. Donc vous voyez, ça, je ne m'y attendais pas beaucoup. Et quand on demande, regardez, j'avais fait l'agrément avec l'enquête, très fort. Vrai, pourquoi pas, et non. Non, regardez, 2 sur 122. Donc, vous voyez les idées reçues que j'avais. Moi, personnellement, je n'aurais jamais pensé qu'un monsieur de 80 ans qui avait une radiothérapie hormonothérapie pouvait être intéressé par un traitement pour la dysfonction érectile. Quand on pose la question qu'on est proactif et sans jugement. En fait, il n'y en a que 2 sur 122 qui m'ont dit « Ah non, ce n'est pas intéressant ». Et encore les 2 sur 122, vous pouvez constater ils ont 80, ils devaient avoir 80, 84, il y a plus de 80 ans. Donc, vous voyez, on vit vraiment avec des idées reçues et ça, c'est très important actuellement. Autre chose très importante, c'est que le cancer a bien sûr un impact sur la santé sexuelle, puisque 40% sont des cancers génitaux, mais tous les cancers, tous les traitements du cancer ont une morbidité sexuelle très importante. Donc le paramètre iatrogénie est absolument majeur, que ce soit au niveau chimiothérapie, thérapie ciblée, radiothérapie, hormonothérapie, vraiment. Et de plus, c'est très souvent brutal, ça dure longtemps. Alors, est-ce que quand vous avez 5 millions de personnes qui sont concernées, vous avez plus de 50% des cancers, vous dites, je ne vais pas leur dire un peu quelle va être la conséquence sur leur vie sexuelle et leur santé sexuelle et la vie intime et la vie du couple? Ça vous paraît logique, ça, un petit peu? Pourtant, c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne de tous les jours, en France comme ailleurs, si vous voulez. Donc, vraiment, il y a une importance de l'information, de la prévention, de la réhabilitation, et ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient et du partenaire, parce que le partenaire, il est perdu, il ne sait pas. Le partenaire dont la femme est opérée d'un cancer du sein, il est perdu. Il ne sait plus s'il doit la toucher, la regarder, pas la regarder, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas qu'on peut avoir une mucite, donc des rapports très douloureux. Mais les gens sont perdus, donc il faut les aider, c'est notre rôle. Et ça, c'est des recommandations de bonnes pratiques. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi Kouchner, qui s'appelle le droit à l'information. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe qui est persistant, parce qu'on a fait aussi des enquêtes et on a interrogé des soignants dans 5 parties de France, on a 350. On a fait toute une enquête, un audit de la Ligue contre le cancer. Et en fait, quand on demande, est-ce que vous trouvez que c'est important de s'en occuper? Tous les gens nous disent, enfin 99% pour simplifier, nous disent oui. C'est vraiment important de s'en occuper sur une échelle à 5, c'est 4 sur 5. D'accord ? Est-ce que vous avez des demandes? Ah ben alors là, ça diminue. Est-ce que vous savez comment faire? Là, ça diminue. Donc vous voyez, c'est pour ça que nous, quand il y a eu le plan cancer, on s'est dit, c'est pas la demande qui nous concerne, parce qu'on sait qu'elle existe, la demande. Ce qui nous intéresse, c'est l'offre. Comment ça va se passer pour l'offre et comment on peut améliorer l'offre, parce que la demande, on sait qu'elle existe. Et un point très important, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, plusieurs en France et ailleurs. En fait, les patients attendent qu'on leur tende la perche. C'est pas eux qui d'emblée, sauf le tiers qui est très intéressé. Le tiers qui est très intéressé vous dire, dites donc maintenant qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma vie sexuelle. Mais les 2 tiers après, ils vont pas oser vous le dire. Ils vont dire bon, je sais pas trop. Mais par contre, ils attendent que vous leur en parliez. 100% des patients veulent une information. 100% des patients veulent une information. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma vie de couple, au niveau de ma santé sexuelle? Après, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça qui demandent un traitement, mais une information, ils la demandent. Donc on est vraiment dans une prise en charge qui est insuffisante, vous voyez, et donc on est vraiment dans le monde du silence. Alors, pourquoi il y a un monde du silence? Parce qu'on est dans les tabous, on est dans les fausses idées, on ne nous apprend pas la sexualité. On a combien d'heures sur la santé sexuelle et la sexualité dans nos études d'infirmières, de psychologues, de médecins? Ça fait 2 heures, 3 heures, vous voyez, donc on ne nous apprend pas, donc on est obligé de se débrouiller comme on peut. Donc il ne faut pas confondre la sexualité, la santé sexuelle et la vie sexuelle. La santé sexuelle, nous sommes des professionnels de santé, on s'occupe des problèmes de dysfonction et de santé sexuelle. La clé, c'est ça. Je m'occupe des problèmes de santé, comme je m'occupe des problèmes... on parle de pipi et de caca, et de constipation, c'est pas beaucoup mieux, honnêtement. Mais oui, on a une espèce de blocage au niveau intellectuel quand on aborde le problème de la sexualité. Mais vous dites, je parle des problèmes de votre santé. Santé sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une souffrance ou pas de souffrance? Il peut y avoir
des conséquences sur votre santé sexuelle et sur votre vie de couple. Si ça ne vous embête pas, aucun problème. Si ça vous embête, sachez qu'il y a des traitements et que je peux vous en parler. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Donc, il y a une forte inégalité d'accès et de qualité des soins, et vous savez que le plan cancer a beaucoup insisté là-dessus, et je veux dire, et l'enquête Vican 2 l'a encore remontré, que en fait, c'est tout. Les gens d'un bon niveau social et d'un bon niveau éducatif arrivent à se débrouiller et savent un petit peu à quelle porte il faut taper, en soins de support, etc. Mais la grande masse, les gens les plus défavorisés, dans les milieux sociaux défavorisés ou moins éduqués, par contre, ils ne savent pas. Donc, ils attendent. Donc, déjà, les patients qui sont dans les milieux sociaux défavorisés, il faut faire attention, on disait tout à l'heure, repérer les vulnérabilités. Ce sont des gens vulnérables, parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas qu'ils peuvent en parler. Donc lever le silence et être proactif, et il faut utiliser bien sûr les formations, les outils multimédia, les réseaux sociaux, le web 2.0 et la santé 3.0. Évidemment, c'est en train de bouger. Alors pourquoi il y a toutes ces résistances? C'est ce paradoxe, donc une forte demande et une prise en charge totalement déficiente. C'est parce qu'en fait, il y a des résistances partagées entre les soignés et les soignants, et les responsables, c'est les mythes, les tabous, les fausses idées, les représentations. C'est une problématique du mineur de confort, un prépayé. La sexologie, c'est pas sérieux, ça fait peur. Je vous dis pas comment. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à parler de ça, on faisait rigoler. Oui, les sexos, ça sentait le soufre, le cancer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand pendant j'ai le cancer, je m'occupais beaucoup de cancer et maladies cardiovasculaires. On meurt. Donc c'est de la médecine dure. Je ne parle pas des problèmes psychologiques de qualité de vie. Je parle de choses dures, d'accord, normalement. Les gens ferment les oreilles. Si vous êtes diabétique et maladie cardiovasculaire, vous avez un risque de mortalité qui est multiplié par 10. Donc c'est énorme, quoi. C'est vraiment un truc. Bon, mais on n'en a pas. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est quand j'ai parlé de cancer, ça a accroché. Ça, je jure, ça a été psychologiquement, bon, je sais pas, le cancer, apparemment, ça a une image de mort, et d'un seul coup, je parlais de vie avec la sexualité, ça a accroché. Donc la problématique commune aux patients et aux soignants, c'est un problème de communication, un problème de savoir et un problème de lisibilité de l'offre. Ça, c'est vraiment très important, parce que comment ça se passe actuellement? Les réponses, elles sont individus ou centres dépendants. Le problème, bon, individu, si vous êtes... alors en gros, on va dire que les urologues et les gynécologues font relativement bien attention, pour simplifier les choses, je veux dire. Et après, si vous êtes dans un institut où on fait beaucoup de cancer du sein, logiquement, en général, il y a une prise en charge du cancer du sein, ou de la prostate, mais les cancers digestifs, les cancers ORL, les hématos, alors eux, c'est le vide le plus complet, c'est une terra incognita. Donc le problème principal, en fait, ce sont les médecins. C'est pas les soignants. Quand je dis soignants, c'est les infirmières, les psychologues, les esthéticiennes, les kinés, etc., les psychologues. Je veux dire, en fait, c'est les médecins qui bloquent le système. Au début, je pensais que c'était les médecins qui étaient la bonne cible. Et en fait, je me suis rendu compte, non, ce n'est pas les médecins, ce sont les soignants, notamment les infirmières. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'histoire du temps long et du temps court. Quand on a du temps long, c'est-à-dire la socio-esthéticienne, le kiné, je veux dire, éventuellement l'infirmière, ils ont du temps, la psychologue, ils ont du temps pour discuter avec le patient. Donc ça permet d'ouvrir des portes. Parce que le temps court, les oncos, les uros, quand on est là, votre PSA est bonne, c'est bon, le résultat est bon, ok, circulez. D'autant plus que le patient n'ose pas vous parler des problèmes sexuels, il dit, il me traite pour le cancer, c'est pas très sérieux. Je veux dire. Donc cette histoire de temps long et de temps court, et tout m'a vraiment aménagé. Par contre, le médecin, pour moi, je le dis toujours, a un rôle fondamental d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il doit dire, non, c'est un problème important, c'est un problème de soins quotidiens, c'est un traitement du cancer, je dois m'en occuper, comme tous les soins de support, je veux dire. Donc je m'occupe à mettre ça en place, je m'en occupe, donc soit je le fais moi-même, mais je délègue, et je légitime la demande. Vous voyez, ça c'est vraiment pour ça que le médecin a un rôle d'exemplarité, et les soins de support, bien évidemment, sont intégrés dedans. Quand on voit un peu le cancer et le couple, quelles sont les spécificités? Bien, vous avez une remise en cause brutale du couple, qu'elle soit dans sa dynamique, dans son équilibre, dans l'intimité, avec une perte d'autonomie et du désir. C'est tout de même, pour ceux qui ont été malades malheureusement, c'est très complexe et difficile d'intégrer et d'adapter le nouveau statut de conjoint malade ou de proche soignant et de partenaire sexuel, en sachant que les hommes sont encore moins bons que les femmes là-dedans, je veux dire, ok. Et vous avez ce qu'on appelle le quartet Eros, l'amour, Thanatos, la mort, Sophia, la philosophie, le sens de la vie, et Chronos, le temps. Le temps est quelque chose de fondamental qui est complexe. La force symbolique de la sexualité c'est la vie, le cancer c'est la mort. Je vous répète un petit peu cette modification des hiérarchies évolutives des priorités. Le cancer est toujours prioritaire aux phases initiales. Je pense que tu seras d'accord. Quand je vois des patients pour cancer de prostate, je leur dis, bon, il va y avoir des conséquences sur votre santé sexuelle. Oh, bon, on verra après. Enfin, certains me disent, on verra après. Je leur dis non.
Je vous le dis maintenant et vous verrez dans 2-3 mois, vous m'en reparlez. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai fait l'information. Il y a actuellement une chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas une consultation d'annonce, il y a une succession de consultations d'annonces. Et dans le parcours de soins, vous devez faire à chaque fois des checklists vérifiées. C'est ce à quoi on doit actuellement s'orienter. Et la checklist que vous avez ici à Rouen, Rouen, excusez-moi, je vais me faire des ennemis, voilà. C'est comme la Haute-Savoie et la Basse-Savoie. À Caen, excusez-moi, il y a ma fille qui est à Rouen, pour ça que ce que vous avez en Basse-Normandie, et il faut vraiment l'utiliser, en repérage. C'est vraiment du repérage, et puis ça permet de structurer, d'organiser. Et ça, c'est la responsabilité des médecins, d'accord ? Vous avez un risque de désinsertion érotique, de l'érotisme, de l'intimité sexuelle, donc la prévention et la rééducation. Et il y a, quand je vois l'IMAPAC, vous voyez, initier et maintenir une activité physique avec un cancer, vous dites, initier peut-être pas, mais maintenir une activité intime avec un cancer, parce que l'APA, l'activité physique adaptée, dire l'activité sexuelle adaptée, on va encore se faire taper dessus, vous êtes d'accord. Par contre, si vous dites une activité intime adaptée, on comprend d'emblée ce que vous voulez dire et où vous vous situez. Je veux dire, ça, c'est vraiment le terme intime est extrêmement important. La vie intime, l'intimité du couple. Parce qu'elle n'est pas forcément sexuelle, elle n'est pas forcément avec une coïtale, etc. Donc on est vraiment dans l'intimité. Et ça, c'est une dimension qui est absolument à prendre en compte. Les problèmes de la fertilité, ça concerne plus les femmes que les hommes. Et un exemple extrêmement pragmatique, vous voyez, c'est une étude qui a été montrée dans le cancer du sein qui avait des récidives, vous voyez, donc sur 163 femmes. Donc quand il y a le cancer du sein, il y a une diminution de la fréquence des rapports sexuels, c'est normal, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, et vas-y, je veux dire que le cancer du sein, maintenant que je connais ça un petit peu, par rapport au cancer de prostate, je préfère le cancer de prostate, il n'y a pas photo entre les deux. Bon. Donc cancer du sein, vous voyez que lorsqu'il y a une récidive du cancer du sein, vous voyez bien qu'il y a une diminution, c'est la flèche, d'accord ? Alors il y a une grande différence si la récidive est localisée ou à distance, donc il y aura un traitement qui sera plus costaud. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la câlinothérapie, la bisouthérapie. Regardez, c'est la fréquence des bisous par rapport aux gens qui sont avec une récidive ou sans récidive. Donc vous voyez que ceux qui ont une récidive, le nombre de câlins, le nombre de bisous augmente. Donc vous voyez que la vie intime, la câlinothérapie, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le bien-être. Et très probablement, ça va avoir des effets bénéfiques au niveau de l'ajustement au traitement, de l'observance, et peut-être, ça reste encore à discuter, sur améliorer le pronostic. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Il faut démystifier vraiment la pathologie sexuelle. Les patients et les couples, 100% d'information. Ils sont tous demandeurs d'une information. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma vie de couple et de ma santé sexuelle, d'accord ? Donc en fait, c'est notre éthique et notre rôle de tous les soignants de donner une information. C'est un droit, c'est une loi, la loi Kouchner. C'est la déontologie, c'est notre code déontologie. Ça ne nous viendrait pas à l'idée tout de même de faire une stomie, d'opérer un patient qui a un cancer du côlon et de lui dire oui, il n'y a pas de risque de stomie. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Pourtant, dans le domaine de la sexualité, malheureusement, ça arrive encore où on ne leur dit pas les conséquences que ça va avoir et des conséquences importantes. Si jamais il y a une dysfonction sexuelle, alors ce qui est important, c'est un petit peu le sens de ce que je vous disais ce matin, il faut vérifier si c'est simple ou complexe. D'accord ? Si c'est simple, vous pouvez le prendre en charge. Si c'est simple, c'est quoi ? Je donne une pilule de Viagra, je donne une pilule de Cialis, donc c'est pas compliqué. Il y a une sécheresse vaginale, je donne un hydratant ou un gel lubrifiant. D'accord ? Ils sont un petit peu inquiets, je les rassure. Donc tout le monde peut faire ça, le médecin généraliste, le spécialiste, tout le monde peut le faire. D'accord ? Si c'est complexe, eh bien ça devient du domaine du référent. Je vous rappelle toujours, 1/3 est non demandeur, donc il faut simplement leur dire que les traitements sont possibles. 1/3 est demandeur, si c'est simple, ils vont faire le traitement et la majorité des soignants peuvent le faire. Par contre, 1/3 va être très demandeur et si la dysfonction sexuelle est complexe, à ce moment-là, on va l'orienter. Mais c'est ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans le domaine de la pathologie prostatique, cardiovasculaire, oncologique. On fait ça tous les jours, si vous voulez. C'est vraiment... Le problème, c'est qu'on ne raisonne pas d'une façon médicale. Donc, notion capitale, c'est de la responsabilité et de la compétence d'une grande majorité de soins primaires, tant dans la prévention que la prise en charge de la fertilité. Je ne veux pas qu'on m'envoie tous les problèmes simples, c'est pas mon boulot. Moi, je veux bien voir les trucs compliqués, mais les problèmes simples, je veux dire, ça va être pris en charge par le médecin, comme il fait d'ailleurs dans le domaine hors cancéro, en pathologie cardiovasculaire ou n'importe quelle pathologie. Le médecin généraliste, il prend en charge la dysfonction sexuelle simple et il m'envoie quand ça ne marche pas. Donc il faut avoir le même raisonnement. J'insiste là-dessus, ça c'est quelque chose qui est très important et on est dans le cadre des soins de support. D'accord ?
Vous savez très bien qu'actuellement, il y a eu 3 avancées majeures qui ont été récentes. C'est d'abord, plus on introduit les soins de support de façon précoce, et plus on améliore la survie, d'accord, hein, je vous parle de survie actuellement, de cancer. Là, par exemple, c'était l'étude de Temel sur les cancers de poumons métastatiques. Ce n'est pas des cancers forcément très sympathiques, mais vous voyez que lorsque vous introduisez précocement des soins de support, vous améliorez l'espérance de vie. Et donc maintenant, c'est une recommandation qui apparaît de plus en plus quand on lit la littérature nord-américaine, européenne et les soins de support, c'est qu'en fait, les soins de support, il faut les faire de façon beaucoup plus précoce et non pas les réserver quand commence à aller vraiment mal. Donc il faut être préventif, informatif et traité au début. Et si on l'adapte à l'oncologie et l'oncofertilité, ben vous voyez, c'est toute cette phase-là où vraiment les soins de support doivent être mis en place. Je change oncosexologie, oncofertilité par la douleur, par la nutrition, par le sommeil, etc. Vous voyez, par du soin. Hein. On dit soin de support, mais ça s'appelle ça du soin. Mais du soin quotidien, ben c'est exactement la même chose. Écoutez bien ce que je vous dis là. Je m'appelle Mariage et compagnie. Je suis une compagnie comme Pfizer ou comme Lilly. Il a été montré en décembre dernier sur une étude sur 1 million d'Américains qui avaient des cancers extrêmement importants. Vous voyez, on entend que finalement le fait d'être marié diminue le risque de mortalité du cancer, diminue le risque d'être sous-traité, diminue le risque d'avoir des métastases. OK ? Et en plus, quand on compare par rapport à la chimiothérapie, thérapie ciblée, tu vois, 1 000 euros, 2 000 euros par jour, qu'est-ce que je vois ? Vous avez les mêmes bénéfices. D'accord ? Donc, nouvelle fantastique de l'ASCO, un nouveau traitement du cancer aussi révolutionnaire que les métastases, c'est le mariage. Quelle que soit la confession, enfin, je voulais savoir, quelle que soit la confession ? Ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est les Américains. Alors, mariage, on va dire avoir un partenaire avec lequel on s'entend bien. On est bien d'accord. Hein, voilà, on va faire du politiquement correct. Mais vous voyez, je veux dire, si c'était une compagnie pharmaceutique qui avait ce type de résultat superposable, je veux dire, à celui que donnent les métastases, vous le sauriez tout de suite. Ça serait dans les journaux, partout, ça serait. Vous voyez, je veux dire. Or là, on est dans le soin de support. Donc c'est pour vous montrer, quand depuis le début, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte qu'on améliore le pronostic, qu'on améliore ça, pourquoi il nous parle de ça, qu'on améliore la santé, la promotion de la santé ? Ben voilà un petit peu ce qui se passe, vous voyez. Donc quand nos économistes vont commencer, nos politiques et nos économistes vont commencer à comprendre que les soins de support, la prise en charge du risque psychosocial, finalement, peut faire des économies et des économies conséquentes, d'accord ? Ils vont peut-être réfléchir autrement. Donc c'est pour ça, à nous, en termes de soins de support et en termes d'oncologues et de médecine, on doit leur montrer que la prise en charge globale est une prise en charge qui, finalement, est une prise en charge efficiente, non seulement au niveau médical, puisqu'on va améliorer le cancer. On fait du soin du cancer. Attendez, c'est un traitement du cancer. Je vous bouscule un peu, mais ça m'agace depuis 10 ans de répéter les mêmes choses. Vous voyez, je veux dire. Maintenant, on commence à avoir des preuves. On ne peut plus ne pas s'occuper. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, en plus, dire moi, je fais de la médecine personnalisée, je fais de la thérapie ciblée, je suis sérieux, je suis un oncologue, etc. Je dis oui, moi aussi, je suis oncologue. Mais là, je vous parle de médecine dure, je vous parle de survie. Je ne vous parle pas de qualité de vie. Je vous parle de survie. Oui, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on a ce blocage, sexualité, donc on n'est pas dans le soin. Vous voyez, c'est intéressant, je veux dire, au niveau psychologique, quelque part. Je vous ai un peu bousculé. Alors là, pour les urologues, je t'avais dit que je te taquinerais un peu. Quand on regarde les urologues, attendez, ça, là, mea culpa, si je puis dire, vous regardez, les urologues, c'est sorti, vous voyez, en 2013, l'été 2013. Selon l'incidence des cancers, vous voyez, je veux dire, en fait, il y a en gros 4000 patients qui sont surtraités, et dans lequel une grande proportion de patients qui ont des comorbidités. Et en plus, si on passe dans des tumeurs T1, donc des tumeurs de petite taille, on passe pratiquement de 30 à 50% des patients qui sont surtraités. OK ? Donc vous entendez parler du dépistage. Je suis pour le dépistage du cancer de prostate si on fait du dépistage de la dysfonction érectile. Parce que dans ce cas-là, on va rechercher des morbidités qui risquent de faire mourir le patient. Là, je suis d'accord. Mais si on fait un dépistage du cancer de prostate et qu'on ne dépiste pas les morbidités, là, je dis, on fait du corporatisme et on se remplit le portefeuille. J'exagère un peu, mais c'est tout de même la vérité. Je t'avais dit que je serais un peu... Mais n'empêche que c'est tout de même comme ça que ça se passe. Le cancer de prostate, regardez ce qu'on appelle... Alors pour vous, dans le cancer de prostate, vous avez des gens qui ont des cancers de prostate fort sympathiques qui sont en haut. Le risque de bas risque, le bas risque, c'est d'amytolo risque.
Celui qui a le risque intermédiaire, et celui-là vraiment il vaut mieux pas l'avoir, c'est le cancer à haut risque. Cela dit, si vous rajoutez ce qu'on appelle le score de Charlson, c'est le score de comorbidité, vous voyez très bien qu'un patient qui a plusieurs comorbidités, d'accord, le fait d'avoir plusieurs comorbidités, notamment cardio-métaboliques, le diabète, etc., la dépression, vous voyez que ça impacte énormément la survie par rapport au cancer. Donc si nous, urologues, on fait du cancer de prostate, on doit faire un bilan de la santé cardio-métabolique et donc on doit faire un bilan de la santé sexuelle, d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes de grands pourvoyeurs de dysfonction sexuelle. OK ? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Ce qui veut dire qu'un patient qui a un autre cancer, si on ne fait pas le bilan des comorbidités, qu'on ne fait pas le bilan de Charlson, ben je veux dire, on a le même risque. On va le guérir de son cancer, mais la chimiothérapie ou la radiothérapie risque d'aggraver la comorbidité, il risque de mourir de sa comorbidité. Donc vous voyez, il faut qu'on ait une prise en charge complètement différente maintenant. Il faut vraiment qu'on change la façon de penser, qu'on ait une évaluation globale. Donc, je vous dis, la dysfonction de la baisse sexuelle, vous avez compris que c'est des marqueurs cliniques, d'autant plus que les patients sont demandeurs d'une prise en charge. Alors, pourquoi il faut dépister une dysfonction sexuelle en cas de cancer? Ben, c'est des bénéfices multifactoriels. Il faut rassurer en informant, car les peurs sont souvent masquées, prévenir, prendre en charge les morbidités sexuelles d'intimité, améliorer l'état de santé global du patient, global, améliorer la qualité de vie et le bien-être, améliorer l'ajustement aux cancers de conséquences, promouvoir la santé et l'hygiène de vie, promouvoir une approche médicale globale et personnalisée, promouvoir les capacités de dialogue, de communication, promouvoir les sciences humaines et exactes. Ça vous rappelle rien, ça? Si vous regardez un petit peu les dernières plans cancer, vous regardez un peu la haute autorité de santé, ce qu'ils nous demandent de faire, tous les plans sur la santé, c'est ça. Vous parlez de l'OMS, promouvoir la santé, c'est-à-dire que faire marcher les patients, les faire mieux manger, qu'ils dorment mieux, et je veux dire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir de façon globale. Impact, bénéfice, potentiel, j'ai bien dit potentiel, améliorer l'observance, c'est probable, améliorer la santé du partenaire, parce qu'on ne pense pas souvent à la pensée du partenaire, mais c'est important, c'est probable, réduire les coûts, c'est probable, améliorer le pronostic, et je dis, on sait que l'activité physique adaptée actuellement entraîne au moins pour certains cancers une amélioration du pronostic. Je ne vois pas pourquoi l'activité intime adaptée n'entraînerait pas les mêmes bénéfices, pour certaines personnes au moins. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu quel est le rôle des professionnels de santé. Donc vous avez compris, j'espère que vous êtes bien sensibilisés. Et vous sortez en disant, je vais être un acteur proactif en santé sexuelle et en qualité de vie. Donc en fait, il y a 3 axes pour répondre aux problématiques. C'est un axe organisationnel, un axe d'information et de formation et un axe thérapeutique. Ça vous rappelle ce qu'on a dit ce matin, les priorités de l'AFSOS. Donc on est absolument en plein dedans. Et une chose que je vous dis aussi, il faut bien voir que les progrès qu'il y a eu en cardiologie, les progrès qu'il y a eu en oncologie, les progrès qu'il y a eu en urologie, vous avez les mêmes progrès en médecine sexuelle. Quand j'ai commencé à faire de la médecine sexuelle, un patient qui avait une dysfonction érectile, c'était ou la prothèse pénienne ou le psychiatre. Vous voyez, c'était pas très compliqué, d'accord, c'était comme ça que ça se passait. Et les femmes, il n'y avait rien. Donc vous voyez que maintenant, en fait, ça a complètement changé. Donc on est vraiment dans des règles de bonne pratique. Et vraiment, la médecine sexuelle, c'est une médecine qui est scientifique, avec de l'évidence-based médecine. Il y a des références qui sont au niveau européen, au niveau mondial, au niveau de l'AFSOS. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il faut bien voir qu'on est dans de la médecine, d'accord ? L'étape indispensable, on en a parlé ce matin, c'est s'appuyer sur des référentiels de bonne pratique. Donc, je n'y reviens pas, vous l'avez sur l'afsos.com, ça se présente dans les différentes étapes, on peut faire comme ça, vous le regardez, c'est accessible en plus au grand public, c'est pas accessible. Là, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, pour donner l'idée, c'est qu'il faut simplifier le complexe. Vous me dites, il est gentil, Bandit, il nous raconte plein de choses. Mais voilà, il faut identifier et optimaliser les ressources et les compétences, ça veut dire qu'il faut organiser. Et ça, c'est de la responsabilité des soins de support. Là, je suis clair, ça, c'est notre boulot, c'est le rôle des soins de support. Le patient et le partenaire, comment il peut faire dans le cadre de l'oncosexualité et fertilité? Il peut s'adresser aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes, qui a un rôle pivot, bien évidemment. Il peut s'adresser aux soins de support réseaux territoriaux, d'accord ? Et il y a aussi une troisième composante qui est extrêmement importante, c'est les actions de patients. Ça, c'est vraiment très important. La réponse, en fait, la boîte, ça vit l'hôpital public-privé, on s'en fout, c'est pas le problème. Le tout, c'est d'apporter une réponse aux patients. La boîte à outils, elle est multiforme, vous voyez, donc ce ne sera pas forcément d'aller voir un urologue. Vous voyez que la réponse sexologique, en fait, purement sexologique, elle est faible. Parce que souvent, on me dit, il faut aller voir le sexologue. Je dis non, pas du tout. La réponse, ça peut être d'aller voir un gynéco, un urologue, un problème de socio-esthétique, un problème d'infertilité, de stomie, de stomathérapie. Donc, vous voyez, elle est extrêmement variée. Mais comme elle est variée, il faut faire un diagnostic. Nous, ce qu'on fait en médecine sexuelle, on fait un diagnostic de la dysfonction. Quel est le problème? C'est simple, je le traite. C'est complexe, j'envoie. C'est quoi que le diagnostic étiologique? Comme vous faites pour toute la médecine habituelle, ça n'a pas de changement.
On est en train de changer. Là, c'était Éric Bovin, qui est le président de la Coresca. La Coresca, c'est l'association des réseaux de cancérologie, qui a fait une enquête. Donc, vous voyez, 21 sur 23 avaient répondu, alors que la première rencontre, en 2012, c'était 15. Et on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire au niveau de la mise en place de cancer à la sexualité. Donc, je vois que la Basse-Normandie est en train de faire des choses, donc c'est très bien. Donc, la santé sexuelle et la qualité de vie, ça fait partie du soin oncologique primaire, j'espère vous avoir convaincu là-dessus, mais également secondaire et tertiaire tout au long du parcours de soins. C'est dès l'annonce du cancer qu'on va s'occuper d'informer les patients et éventuellement de prendre en charge si besoin. On peut parfaitement concilier les objectifs carcinogènes de qualité de vie parce que c'est très souvent possible. Il faut bien dire aux patients qu'il n'y a pas, sauf cas particulier, de contre-indication à poursuivre une vie intime et sexuelle, en l'adaptant si besoin. L'onco et la fertilité, c'est des nouvelles compétences et offres en soins de support, mais il faut vraiment qu'on passe d'un niveau individuel à un niveau collectif, c'est-à-dire lever le silence, légitimer la demande, informer, former et organiser. Il faut devenir acteur en santé sexuelle et en qualité de vie pour redonner de la place au parcours de vœux, faciliter l'ajustement au cancer et peut-être améliorer le pronostic. C'est ni utopique ni déplacé, mais un devoir éthique et déontologique. C'est un droit des malades. Vous avez des droits sexuels définis par l'OMS, vous avez des droits d'information du patient par le Kouchner. C'est un devoir du soignant. On est en train de nous dire tout le temps la médecine centrée sur le patient, la médecine personnalisée. Justement, montrons qu'on fait de la médecine centrée et personnalisée. Il faut corriger les inégalités de soins qui sont très importantes dans ce domaine-là. Il faut un peu oublier que c'est une perte potentielle de chance pour le malade et le couple dans la prise en charge de son cancer. Et pour conclure, je vous donne 4 exemples pédagogiques. Alors, la grossesse. Pourquoi la grossesse? Parce que pour ceux qui ont eu des enfants, vous savez bien qu'il y a au niveau sexualité de la vie de couple, il y a l'avant, le pendant et l'après. On est exactement dans la même chose. Moi, j'ai toujours aux patients, sauf cas particulier, un petit cancer du rein qu'on enlève ou un petit mélanome qu'on enlève qui n'a pas de retentissement. Le cancer modifie les choses, d'accord? Donc il faut tout de même s'adapter à ça. L'entorse de la cheville. Quand une entorse de la cheville arrive aux urgences, est-ce que vous appelez le spécialiste orthopédique? Est-ce que vous appelez l'orthopédiste? Non. C'est le premier soignant qui le prend en charge. Mais là, c'est pareil. On ne va pas appeler le spécialiste oncosexologue ou oncofertilité. Le soin primaire doit le faire. Si c'est simple, je le traite. Si c'est un truc qui est compliqué, à ce moment-là, bien sûr, j'appelle le spécialiste. Troisièmement, la douleur. Pour les plus anciens, comment était la douleur il y a 30 ans, 40 ans? Quand j'étais jeune interne, je m'en souviens, la douleur, je n'en parlais pas, ou peu, je ne savais pas quoi faire, c'était pas identifié, il n'y avait pas l'échelle EVA, je ne savais pas ce que c'était que le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Maintenant, je vois, quand je fais le tour dans mon service, je regarde la feuille de soins, il y a le EVA qui est marqué. Si c'est un truc qui est bas, je dis, on fait du niveau 1, du niveau 2, et si c'est compliqué, allô, l'équipe douleur, et elle vient. Vous voyez, donc, c'est pas parfait, on l'a dit, c'est 40 ou 50%, donc on a fait tout de même beaucoup de progrès, c'est imparfait. Mais il faut qu'on rentre dans cet esprit-là. Et donc, ce qui nous semblait impossible il y a 40 ans, c'est parfaitement possible maintenant, sans attendre 40 ans, j'espère. Et l'activité physique adaptée, quand je partirai à la retraite, j'espère qu'on arrivera à l'activité intime adaptée, que ce soit exactement ce qui est en train d'être fait actuellement avec l'activité physique adaptée. Donc je crois que dans 3, 4 ans, 5 ans, les esprits seront mûrs pour dire, effectivement, maintenant qu'on s'occupe de l'activité physique, il y a l'activité nutritionnelle adaptée également, vous voyez, l'activité physique intime adaptée, ça rentrera, donc vraiment, impossible n'est pas fausse. Et puis, je termine en disant, un petit peu, que les troisièmes rencontres cancer, sexualité, fertilité, ça sera en fait, c'était une erreur qu'il y avait, c'est pas les cancers urologiques, c'est le 6 et 7 novembre à Lyon, et c'est sur les cancers digestifs, et là on a rajouté la fertilité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on a en face de nous un pionnier, et je crois on n'est pas déçu de cette performance. Vous avez levé quand même beaucoup d'idées reçues. Peut-être qu'à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui, on va briser un peu le silence, mais le silence d'abord des soignants, que ce soit les médecins, mais des infirmières, des psychologues, voilà. Moi, j'ai un certain nombre de choses qui me percutent à travers tout ça, dans mon expérience d'urologue. C'est la différence dans la première consultation entre le patient qui consulte seul et le patient qui consulte en couple. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. Quand il y a un problème urologique masculin et qu'on a en face de soi un couple, c'est quand même beaucoup plus facile parce que les femmes posent toujours les bonnes questions,
Ce sont elles, souvent, qui vont même inciter leur mari ou leur compagnon à venir déjà consulter l'urologue. Elles sont à l'origine de la consultation. Et ensuite, dès qu'on parle des traitements, des conséquences du traitement, ce sont quasiment toujours elles qui posent les bonnes questions. Est-ce que tu as cette expérience aussi ? Tout à fait. Alors, ça rappelle d'abord, être en couple, l'étude américaine qui montre que le fait d'avoir un partenaire, c'est un facteur positif, ce qui est pour différentes raisons. Mais d'abord, si vous avez un problème, on va vous dire, va consulter, etc. Si vous êtes tout seul, je dis, j'attends un peu que ça se passe, etc. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc ça, première chose. Deuxièmement, je suis toujours très étonné, dans le cancer de prostate, moi je vois peu de patients qui viennent seuls. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le cadre du cancer. Hein. Quand il y a un cancer de prostate, je remarque quand le patient est tout seul. Donc le patient vient avec le couple. Quand je discute avec mes collègues qui sont gynécologues, elles me disent c'est plutôt une amie ou la mère ou la sœur, etc. Et le patient n'est pas là. Alors, on va se dire, les vilains messieurs, hein, il faut quand même nuancer les choses. D'abord parce que l'âge du cancer est un âge qui est un âge de la retraite. Donc en fait, les femmes et les hommes sont beaucoup plus disponibles, que malheureusement, l'âge du cancer du sein est plus bas, donc le partenaire peut être au boulot, etc. Donc, ou il peut être dans la salle d'attente aussi. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus caricaturer, il faut faire une approche un petit peu fine des choses. Hein, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a d'avoir un soutien, d'avoir un partenaire, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre... Quand on parle de soins de support, il faut prendre en compte le patient, mais aussi le partenaire. C'est en lisant d'ailleurs le proche de la Ligue que je me suis dit, mais au fait, je ne demande pas, et vous, le partenaire, comment ça va ? Donc vous lui tendez la pêche, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de patients, ou de partenaires, hommes ou femmes, qui sont en détresse, et qui des fois souffrent plus que le patient lui-même au niveau psychologique. Pour raison X ou Y, si vous voulez. Il y a les limites, ça va impacter sur le patient qui est malade parce qu'il ne veut pas trop en parler, vous voyez, ça fausse un petit peu les relations. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait cette approche globale, qu'on nous demande de faire, une approche personnalisée et qui tient compte donc ce que je dis souvent à mes jeunes internes, je veux dire, c'est pas un patient qui a une prostate, enfin c'est pas une prostate, c'est un monsieur qui a une prostate, qui a une personne autour et qui a un environnement. Voilà, et c'est comme ça qu'on va traiter le cancer de prostate, vous voyez, je veux dire, bon... Je réponds à ta question. Oui, tout à fait. J'avais juste une toute petite chose encore. Nous, ce qui nous a fait beaucoup avancer, c'est la tentative de généralisation de la consultation paramédicale d'annonce. Et on apprend en discutant avec nos infirmières qui participent à ces consultations que le problème des conséquences au niveau de la sexualité du couple sont largement abordés. N'empêche que si on veut bien faire, si on veut bien développer tout ça, il va y avoir des problèmes de formation, de disponibilité et de moyens. Je voulais savoir comment est-ce qu'à Chambéry, on a réussi à former tout le monde, à trouver du temps, de la disponibilité pour le temps long dont tu parlais tout à l'heure. Et ensuite, derrière tout ça, il y a quand même un problème de moyens parce que le temps de consultation d'annonce, c'est un temps de soignant, c'est un temps de soins, en termes de soins au lit du patient, en moins. Et donc, dans un certain nombre d'établissements, ça pose des problèmes économiques. Alors, malheureusement, à Chambéry, on a fait des progrès, mais ce n'est pas extraordinaire. Des choses très simples. À un moment, on avait trouvé 2 psycho-oncologues qui s'intéressaient à l'oncosexologie. Et quand j'ai demandé le poste, on m'a dit, ça coûte combien, ça rapporte combien ? Donc, c'est tombé à l'eau, d'emblée. Bon. Cela dit, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, dans ce que je disais ce matin, c'est que tout soignant primaire doit faire un parti du boulot. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, tu dois faire pareil. Moi, je prends le cancer de prostate, mais c'est pareil pour tous les cancers. Vous voyez une fois, il faut même savoir que 50% de ce que vous lui dites est oublié. Donc vous le revoyez une deuxième fois, une troisième fois. Donc on fait la consultation d'annonce. Et c'est vrai que la consultation d'annonce qui est faite d'abord par le médecin doit être relayée par l'annonce faite par un soignant. Pour moi, les infirmières sont actuellement les mieux placées, j'insiste bien, pour cette prise en charge un petit peu globale, où elles vont appréhender la façon plus féminine, on va dire, un abord plus féminin, la personnalité du patient. Et puis les patients en parlent plus facilement avec elles, si vous voulez. Alors que le médecin, ils sont beaucoup plus dans le respect, l'attente, j'en sais rien. Ils en parlent moins facilement. Ça, c'est prouvé par énormément d'études, etc. Donc pour moi, les infirmières sont vraiment les moteurs, je veux dire, de ça. Alors pour mettre en place, alors qu'est-ce qu'on a fait ? Alors pour mettre en place, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut faire de la formation.
Parce que si vous vous dites je m'occupe des problèmes de sexualité et puis que vous n'avez pas de réponse derrière, c'est extrêmement frustrant, et pour vous et pour le patient. Donc pour ça qu'on a fait parallèlement, qu'on a fait des référentiels. Donc vous avez de l'information, vous avez de la formation. Dans la formation, vous avez différents niveaux. Il y a toutes les formations qui ont été dites ce matin qui sont faites par l'AFSOS. Vous avez si vous allez dans le réseau Espace Santé Cancer de Rhône-Alpes, donc l'équivalent donc au Basse-Normandie, vous cliquez dessus et on fait des formations spécifiques. On fait 2 formations. Enfin, on fait une formation de premier niveau qui est la sensibilisation de 2 heures au référentiel. Après, on fait une formation de formateur sur un jour. On forme les différents soignants qui le souhaitent à faire cette réunion de sensibilisation pour tout le monde. Et après, on fait une 3e formation qui est une formation de référent en oncosexologie avec des jeux de rôle, d'action qui seront faits donc en octobre, où on forme un peu les gens pour être un peu des référents. L'idéal, moi j'ai toujours, il faut bien identifier les parcours de soins. Dans les parcours de soins, vous avez une succession d'annonces. La succession d'annonces, vous avez la consultation d'annonces de l'infirmière, la première. Après, vous avez une autre consultation d'annonces qui est s'il y a une chirurgie. Donc, s'il y a une consultation, une radiothérapie, il faut qu'il y ait une consultation d'annonce. S'il y a une chimiothérapie, il y a une consultation d'annonce. Et à chaque fois, je veux dire, vous devez faire, pour ça que j'étais intéressé par la checklist que vous avez ici, il faut vraiment intégrer la dimension. Quelle est votre vie de couple, quelle est la conséquence sur votre couple, est-ce qu'il y a des problèmes, s'il y a pas de, vous cochez, il n'y a pas de problème, pas de problème, mais ça doit s'intégrer, et alors là, je disais, avec la nutrition, l'activité physique, le sommeil, la fatigue, il faut vraiment qu'il y ait une checklist qui soit faite, une checklist soins de support, vous voyez, je veux dire vraiment, vraiment ça, je crois que c'est le travail qu'on doit faire actuellement. On a fait également une checklist au niveau de la santé sexuelle, quel est le bilan qu'on fait de la checklist, donc, qui est sur le site de l'AFSOS. Donc ces formations se mettent en place. On en a fait, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine, j'en sais rien. Ça se met en place. Donc ça, c'est un travail de moyen terme, on va dire, hein, parce que l'idéal, c'est qu'il faut qu'il y ait des soins de support qui disent bon. Je m'y colle. Prenons la Basse-Normandie, je m'y colle, ok. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on va faire des formations dans les différents, peut-être dans ta clinique, dans un hôpital, n'importe, hein, je veux dire. On fait des formations pour que les professionnels de santé soient sensibilisés déjà. En gros, la sensibilisation, c'est de dire, si on me pose la question, je sais quoi répondre, au moins, où est-ce qu'il faut orienter. Si on dit déjà, allez voir les soins de support, c'est très bien. Oui, déjà, hein, c'est de la sensibilisation de 2 heures, du référentiel. Et après, l'idéal, c'est dans chaque institution qui ait 1 ou 2 référents qui s'occupent de ça. S'il y a un problème, on dit, tiens, il y a une patiente qui me pose des questions sur cancer à la sécurité, alors, soit elle va avoir les soins de support. L'idéal, c'est que dans un service d'hôpital de jour, c'est l'hôpital de jour, la radiothérapie, la chirurgie urologique, la chirurgie du sein, c'est ça vraiment les bonnes cibles à faire, hein, si vous voulez. La psycho-oncologue, bien évidemment, hein, la socio-esthéticienne, disent, voilà, c'est ces gens-là qu'il faut repérer et qu'il faut sensibiliser. Après, dans la masse, vous avez toujours, dans un service d'hôpital de jour de chimiothérapie, vous avez toujours 1 ou 2 infirmières ou 1 ou 2 psycho-oncologues qui sera motivés pour faire ça. Oui, vous trouvez d'ailleurs, c'est marrant, on trouve toujours des ressources auxquelles on ne pensait pas du tout. Il y a des gens qui sont motivés. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est ce que j'appelle l'organisation, la structuration, l'information et la formation. Bon, c'est un boulot un peu de moyen terme, de longue haleine. On va y arriver, mais enfin, il ne faut pas le dire, on va faire ça. Ça se fait progressivement, on commence à certains endroits, on fait des formations. Il faut que les gens sachent, parce que le 3e point qui est très important, c'est que le problème, c'est que souvent les gens disaient, je ne connais pas de sexologue. Et c'est vrai qu'il y a des endroits en France où on dit, je ne sais pas, j'étais là à Bordeaux, j'ai fait le même topo, enfin, pratiquement à Bordeaux il y a 1 an, on me dit, mais on ne sait pas à qui envoyer. Et je veux dire, il y a des endroits où vraiment il y a un problème. Mais je dis d'abord, la réponse n'est pas forcément pour un sexologue, parfois c'est un sexologue, mais il faut identifier toutes les personnes qui sont sensibilisées à la dimension prise en charge globale, prise en charge psychologique, etc. Donc on fait ce qu'on appelle joliment, c'est le ROR, c'est-à-dire le registre opérationnel des ressources. On en a fait un, c'est compliqué, et d'ailleurs c'est du ressort des réseaux de cancérologie. Hein, moi j'ai donné le bébé à Fadila, donc on en avait parlé au dernier truc, parce que quand vous mettez quelqu'un qui est dans un annuaire, le réseau s'engage un petit peu, surtout dans un domaine qui est le domaine de la sexologie, qui est un domaine qui est tout de même un petit peu... alors, une petite parenthèse, quand vous avez quelqu'un qui est sexologue, essayez de savoir un petit peu, d'abord s'il a été formé, donc s'il a déjà passé par l'AIUS, hein, ou la Société française de sexologie clinique, dans le syndicat, voire dans le syndicat.
Et deuxièmement, essayer de savoir un petit peu autour de vous s'il y a des gens qui sont sérieux ou pas sérieux. C'est tout de même mieux. Parce que c'est vrai qu'on est dans un domaine qui est un petit peu délicat, quoique ça s'améliore. On a commencé à ce sujet-là un travail avec Nadine Proya qui est là-bas de l'UFR de psycho, globalement sur le maillage territorial en psycho-onco, mais aussi sur le volet onco-sexo. Donc c'est une approche qu'on va développer. Et vous avez des ressources. Et voilà, il y a des ressources. Bien sûr. Après, il faudra effectivement organiser des formations. Et ce qu'il faudra qu'on fasse aussi, dans notre dossier de liaison, où on a une fiche de dépistage des besoins en soins de support, d'ajouter cette partie onco-sexo qui n'y figure pas actuellement, effectivement. Mon grand message, c'est que si... On est dans un domaine qui est tabou, c'est comme ça, si vous voulez. C'est tabou, pourtant... Si on veut l'introduire quelque part, il faut l'intégrer dans les soins de support. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soins de support. C'est sexualité, fertilité, nutrition, fatigue, activité physique. Et ça doit être la checklist, vous voyez, je veux dire. Et on regarde comme ça. Comme ça sera automatique pour le psycho, bien sûr. Hein, ça sera automatique pour tout le monde. Il y a tout de même 40% des patients qui ont un cancer qui sont en détresse, tout de même, plus ou moins sérieux. Je vous rappelle que la dépression, c'est un facteur de mortalité. C'est un facteur où les gens ne prennent pas le traitement. Enfin, il y a un moment où il faut que nous, les médecins, en tout cas, qu'on voit les choses différemment. Quoi, je veux dire, quelque part, oui, il faut vraiment qu'on change de paradigme, qu'on change de façon de penser. Ça va se faire, mais ça peut se faire qu'en équipe transversale, c'est qu'on ne peut plus raisonner, je suis médecin et je suis un des membres de l'équipe, dont le médecin généraliste, dont le médecin spécialiste, dont l'infirmière, dont l'aide-soignant, dont le psychologue, dont le kiné. Et on est dans ce parcours de soins. Il faut vraiment raisonner en parcours de soins multidisciplinaire. Et ça, c'est je trouve, une des caractéristiques vraiment des soins de support, de réfléchir comme ça. Je vois en urologie, en fait, correctement, en urologie, on est encore... mais tout est organisé comme ça. Hein, c'est organisé, j'opère, je fais machin, etc. On n'a pas encore cette réflexion suffisamment transversale. On pourrait le faire pour... le sommeil, on pourrait le faire pour plein de choses, de faire le minimum, je veux dire, de médecine générale. Bien. L'âge de la première grossesse recule. On se trouve confronté de plus en plus souvent à des couples entre 35 et 42 ans qui n'ont pas eu encore d'enfants. Et effectivement, là, il y a une urgence à gérer, qui est l'urgence de la préservation de la fertilité. Alors pour l'homme, c'est en partie réglé, on s'est bien codifié. Pour la femme, sur le plan technique, c'est pas encore tout à fait, c'est pas parfait. Bon, on sait comment, on commence à savoir faire les choses. Comment vous avez réussi à, d'une part, à informer les patients, à récupérer leurs souhaits, leurs désirs, et organiser ça en aval et en amont? Alors, on a demandé à Oncopaca de venir chez nous. Des nouvelles de chez eux. Oui. On a demandé à Oncopaca de venir chez nous à Lyon, on doit les voir en début juillet, pour voir comment on peut transposer leur expérience en Rhône-Alpes. Donc je pense qu'en fait c'est eux qui sont vraiment bien avancés, ils ont beaucoup travaillé. Puis c'est très particulier, parce que pour nous d'emblée quand on dit cancer de la sexualité, on dit la fertilité c'est un monde différent, voilà, même s'il y a des conséquences sur la vie sexuelle, c'est vraiment un domaine très spécifique. Donc nous on s'est orienté plutôt sur l'oncosexologie et eux sur donc je suis pas très compétent, enfin chez les messieurs oui, mais chez les femmes, mais je sais que ça bouge beaucoup. Donc en fait il faut actuellement au Copacas on leur demande d'ailleurs, on leur demandait ce qu'on essaie de faire au niveau de l'AFSOS et du groupe expert de l'AFSOS actuellement, c'est que nous on continue à être des pilotes pour améliorer si vous voulez, et qu'après qu'on vous dise ben voilà, nous dans notre expérience ça a fonctionné comme ça. Maintenant je dis toujours récupérez un peu ce qu'on a fait, et puis vous l'adaptez à la sauce normande, si je puis dire. Après, il y a la sauce savoyarde, il y a la sauce normande, en fonction des compétences, des ressources locales, etc. On vous donne un canevas, hein, donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'oncofertilité, en tout cas. Oui. Hein, et en sachant que même chez nous, en Rhône-Alpes, je peux vous dire, c'est comme ça vous choix. Enfin, sur l'arc alpin, c'est pas trop mal, mais maintenant, il faut qu'on attaque le Rhône, etc., le côté Lyon, voilà. Donc ça bouge, mais... Il y a tellement de choses à faire, on en a parlé ce matin, hein, c'est pour ça que je veux dire qu'il faut que ça rentre dans les soins de support. Je crois que moi, mon message, il est là. C'est du soin de support, ça doit rentrer, parce que comme les soins de support ne sont pas bien organisés et qu'on veut améliorer les soins de support, il faut en profiter pour l'introduire.